Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, ouverture ce lundi à Lomé d'un séminaire sur le code communautaire de l'aviation civile. Des experts venus des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine prennent part à ce rendez-vous. La bande de Gaza, objet d'un pilonnage constant de l'État hébreu, 2 semaines après le début des offensives, Israël déplore 20 morts contre 534 du côté palestinien. On ouvre ce journal par ce séminaire de formation organisé par l'Agence nationale de l'aviation civile et la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le code communautaire sur l'aviation civile, c'est sur cela que le séminaire porte. Le code communautaire de l'aviation civile, donc des États membres de l'UEMOA, c'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation du système communautaire du transport aérien et du transport aérien. Les participants ont jusqu'à vendredi pour s'approprier le contenu de ce code communautaire. On fait le point avec Ida Aziadouvo, Alphonse Pitassa. Soucieux de préserver et de renforcer le cadre communautaire du transport aérien des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africain, le Conseil des ministres chargé de l'aviation civile a adressé une recommandation à la Commission de l'UEMOA pour une actualisation du code communautaire de l'aviation civile lors de sa session du 11 juin 2008. En 2013, le nouveau texte portant adoption du Code communautaire de l'aviation civile des États membres de l'UEMOA a été validé. C'est donc pour permettre aux experts de s'approprier les nouvelles dispositions et exigences du Code que se tient cette rencontre. Aujourd'hui, il y a une nouvelle annexe qui est introduite à l'OACI qui concerne la sécurité, annexe 19. Il faut introduire des exigences de cette nouvelle annexe. Voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, pour certifier une organisation, par exemple comme la SECNA, on a besoin d'un référentiel. Et ce référentiel doit être commun à l'ensemble. Donc le code, c'est un premier pas. Il faudrait aller vers les réglementations pour les harmoniser, pour avoir une réglementation harmonisée au niveau des 8 États membres de l'UEMOA. Donc c'est un excellent travail qu'ils vont abattre, une excellente idée. C'est un séminaire de lecture, de compréhension partagée et d'appropriation du code. Ce code communautaire de l'aviation civile, qui fera objet d'échanges et de discussions durant 5 jours, marque une étape décisive dans l'actualisation de l'ensemble des textes communautaires du transport aérien au sein de l'espace UEMOA et constitue le gage de l'intégration régionale dans le domaine de l'aviation. Depuis 2002, l'Union économique et monétaire ouest-africaine a adopté un programme d'action communautaire pour le transport aérien. Il comprend 4 gros chantiers. Le chantier relatif à l'uniformisation et à l'harmonisation du transport aérien, c'est ce chantier qui nous conduit ici ce matin pour ce code communautaire qui est un code vraiment fédérateur de tous les codes nationaux d'aviation civile des 8 États membres. Ce présent séminaire s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'UEMOA et de la volonté des acteurs du secteur aéroportuaire de rendre accessibles et dans les meilleures conditions les services de transport aux usagers. Des services qui répondent avant tout aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Toujours dans l'actualité, le coup d'envoi de la grande semaine de la diaspora togolaise vient d'être lancé ce lundi. Un coup d'envoi opéré de façon humanitaire. Les associations et fondations initiatrices de cette semaine de la diaspora sont allées à la prison civile de Lomé, à la prison civile d'Anejo et au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé. Elles ont procédé à des remises de médicaments, vivres et des produits d'hygiène aux détenus et indigents de l'hôpital. Le don est évalué à 12 millions de francs CFA. Rajol Mohamadou, Kossi Djokotowe. Pour sortir des sentiers battus, se départir de son rôle traditionnel de filet de protection familiale, affirmer sa fibre sociale et son rôle de premier plan dans le développement économique du pays, les 4 associations de la diaspora togolaise en Europe et en Amérique du Nord, initiatrices de la grande semaine de la diaspora togolaise, ouverte à partir de ce lundi, ont décidé de faire le lancement social de l'événement à la prison civile d'Anejo. Depuis un long moment, nous avons cru que ce sont les étrangers, les blancs, les investisseurs qui vont venir construire ce pays à notre place. Mais le pays doit être construit par ses fils et ses filles.
Donc ce message, au fait, l'objectif, c'est déjà prouver aux autres que nous, avec nos compatriotes, nos frères qui sont avec moi ici, nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà à l'œuvre, nous avons entamé un processus, c'est le développement du peuple par le peuple. Et étant donné que le développement est un tout, la santé n'est pas à ignorer. 305 détenus à la merci de la misère sociale et soignés ici dans cette petite infirmerie. Dans notre infirmerie, il n'y a pas de produits même de première nécessité parce que nous sommes presque à terre, il n'y a pas de médicaments. Donc, qu'est-ce que nous faisons? D'habitude, nous faisons des ordonnances et on appelle les parents qui des fois arrivent. S'ils arrivent à honorer les ordonnances, on fait les soins. Et s'ils n'arrivent pas, donc c'est un peu difficile. Améliorer les conditions d'hygiène, de santé et l'alimentation dans ce centre de détention grâce à un lot de médicaments, 10 sacs de riz et un lot de papier hygiénique gracieusement offert par le quartet d'associations. D'abord, ce lot de produits, ça va servir à nos détenus puisqu'on est confronté au manque. Les détenus sont malades, on les amène à l'infirmerie, mais il n'y a pas les produits pour prendre soin d'eux. Côté alimentation, ils ont pensé à nous aussi, ils nous ont apporté 10 sacs de riz avec beaucoup d'autres choses. Donc nous tenons vraiment à remercier la diaspora. Au contact des bénéficiaires, cette fois-ci nous sommes au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Les mécènes visitent le Cabanon, l'un des départements les plus exempts de l'hôpital. Un hôpital qui est un peu l'allégorie d'un système de santé publique en mal de solidarité. Les cas que nous gérons avec beaucoup de difficultés, c'est le cas des indigents, c'est des cas sociaux. Et nous estimons que cette action vient à point nommé parce qu'elle va nous permettre de renforcer nos capacités de prise en charge des malades en général et particulièrement des indigents. À cause du manque de moyens, plusieurs vies, plusieurs personnes succombent. Et ne serait-ce que peut-être 1000 francs, 1500 pour s'acheter un médicament ou un autre, nous pourrons perdre de vie. Mais pour la nation togolaise, chaque âme, chaque vie est importante. Le coup d'envoi est ainsi donné à la grande semaine de la diaspora togolaise. Après la trêve humanitaire du jour, les rencontres d'échange et les conférences devraient reprendre leur droit de cité dès mardi matin et ce jusqu'à la fin de la semaine. Hors de nos frontières en Centrafrique, la population commence par exprimer son désarroi devant l'insécurité sans cesse croissante dans le pays. Des milliers de personnes ont organisé une marche pacifique pour appeler les autorités à faire revenir la paix en Centrafrique. La marche partie de Koa n'a pu atteindre Bangui comme prévu. Armel Kwasi Johnson. Dite pacifique initiée par le mouvement Révolution Justice n'atteindra pas la capitale Bangui. Partie de la ville de Paoua, à 400 km au nord, la procession a été stoppée par le gouvernement dans la localité de Boussemblé, à plus de 150 km de Bangui. Fort d'environ 80 personnes au départ, les rangs se sont agrandis après 200 km de marche. Selon le mouvement, l'objectif est de protester contre l'insécurité toujours grandissante dans le pays. C'est l'insécurité qui est à l'origine de notre initiative. L'insécurité est partout, nous ne cultivons plus. Les enfants ne vont plus à l'école. Nous avons voulu à travers cette marche interpeller le gouvernement afin qu'il trouve des solutions à l'insécurité grandissante dans les pays, en particulier dans notre localité. Centrafrique en général. Une délégation conduite par le ministre d'État en charge du développement rural, Marie-Noël Koyara, est venue dissuader les marcheurs. Certains sont prêts de retourner dans des bus affrétés par les autorités. D'autres, par contre, sont déterminés à rester dans cette école en attendant les consignes de leur chef. La Centrafrique est en proie à une crise sociopolitique qui a dégénéré depuis quelques mois. Les affrontements interreligieux ont fait des milliers de morts, de déplacés internes et de réfugiés dans les pays voisins. En Côte d'Ivoire, les résultats du baccalauréat deuxième partie ont été rendus publics, un taux en nette croissance par rapport aux années précédentes. 36% des candidats inscrits ont décroché le précieux sésame. Apolline Abaki. Les résultats du baccalauréat deuxième partie session 2014 montrent cette année en Côte d'Ivoire un taux d'admission de 36,23%, toutes séries confondues. Tout ce groupe-là, après exploiter dans un bac, on est vraiment contente et on veut dire merci au Seigneur. Parce que vraiment on a souffert. Parce qu'on a galéré. Aujourd'hui j'ai réussi au baccalauréat et je suis très contente. J'exhorte tous mes amis de la première à beaucoup travailler en terminale. Merci.
La réussite dépend à 90% de la préparation. Une fois la préparation bien faite, il n'y a rien de tel pour qu'on ne puisse pas jouir de ce bonheur qu'on vit actuellement. Toutefois, au lycée classique 2 d'Abidjan, l'on enregistre un taux de plus de 50%. On a eu 668 élèves inscrits et dont 637 effectivement présents lors des examens. Et le nombre d'admis 350, soit globalement 54,95%. Le taux de réussite pour ces 3 dernières années reste constante, soit 33,62% en 2013, 25,22% en 2012 et 20,25% en 2011. L'actualité dans le reste du monde, c'est aussi le conflit israélo-palestinien qui n'est pas prêt de s'arrêter. 2 semaines après le début des hostilités, les roquettes tombent toujours de part et d'autre, mais ce sont les Palestiniens qui payent le lourd tribut. On dénombre plus de 500 morts de leur côté. Et ce dimanche, un hôpital de la bande de Gaza a été l'objet d'un bombardement. Les décombres fument encore, pas une journée de répit. À Shajaya, banlieue à l'est de la ville de Gaza, l'offensive a été particulièrement sanglante. 72 personnes ont trouvé la mort ce dimanche. Même champ de ruines à Rafah et Khan Younes, les bulldozers dégagent les gravats à la recherche de corps. Plus de 500 Palestiniens ont été tués en 14 jours de conflit, la plupart des civils. Ils ne nous ont pas prévenus, ils ne nous ont pas dit de quitter nos maisons ni d'informer les voisins. 22 personnes vivaient dans cette maison, ils sont tous morts. À Tel Aviv, les sirènes retentissent, les habitants vont se réfugier, les roquettes tombent sans relâche sur Israël. Bilan, 2 civils tués ces derniers jours. Nous sommes prêts à continuer l'opération aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Et s'il est besoin, nous recruterons plus de forces de réserve jusqu'à ramener le calme en provenance de Gaza. Ce lundi, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre. Sa cible, les tunnels qui passent entre Gaza et Israël. 10 combattants du Hamas ont été tués alors qu'ils tentaient de passer. Les Israéliens ont connu leur première perte lourde, 13 soldats tombés dans des combats au cœur de la bande de Gaza. Ce n'est que le début de la guerre pour Israël. Malgré tous les martyrs palestiniens, les funérailles, les dégâts ici, le Hamas se réjouit. Ce n'est que le début. Israël va voir à quel point nous sommes forts, à quel point nous résisterons. Les appels à la trêve de la communauté internationale sont vains et ce lundi, c'est un hôpital du centre de la bande de Gaza qui a été touché par une frappe israélienne, faisant encore 5 morts. Et vous l'avez sans doute rectifié, ce n'est pas ce dimanche, mais ce lundi que l'hôpital a été touché. Et la solidarité s'organise dans les pays musulmans pour soutenir les Palestiniens de la bande de Gaza. Au Maroc, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Rabat pour témoigner leur soutien à Gaza et demander à Israël d'arrêter ces bombardements. Apolline Abaki. Ils sont des dizaines de milliers de Marocains à marcher dimanche dans les rues de Rabat pour dénoncer les quelques 2800 raids mortiers d'Israël en moins de 2 semaines dans la bande de Gaza. Partie de la place de Bad El Had dans la capitale, cette foule compacte et lente scande des messages de solidarité au peuple palestinien et hostile à Israël, tout en rendant hommage à 350 Palestiniens, dont 94 enfants tués dans ces bombardements israéliens. C'est le minimum qu'on peut faire pour soutenir nos frères palestiniens. C'est le minimum, c'est d'être dans ces démonstrations, dans ces manifestations, pour exprimer la volonté du peuple marocain, gouvernement et peuple avec toutes ces composantes politiques, syndicales, sociales, sont tous avec le peuple palestinien. C'est un message, c'est un cri d'alarme pour dire stop à cette agression israélienne. Je crois aujourd'hui qu'il y a une conscience mondiale qui règne à l'échelle mondiale dans tout le monde et dans toutes les capitales du monde. Je crois que c'est une conscience maintenant qui commence à avoir sa place et qui lance ce message qui est très fort, que le monde aujourd'hui en quête de sens, en quête de paix, en quête de dialogue de civilisation, et que les Israéliens aujourd'hui doivent comprendre ce message. Et les Palestiniens aujourd'hui sont en train de défendre la dignité humaine, sont en train de défendre leur terre, mais à travers cette défense de la terre palestinienne, ils sont en train de défendre la conscience mondiale. Je me trouve dans cette manifestation avec d'autres citoyens et citoyennes pour réaffirmer avec force la place qu'occupe la Palestine dans nos cœurs et pour dénoncer avec encore plus de force l'agression inique, injuste, inhumaine que mène le régime sioniste
contre le peuple palestinien en général et contre Gaza en particulier. Dans un communiqué publié samedi, le Royaume du Maroc a appelé à faire prévaloir la sagesse et à l'intérêt immédiat contre Gaza, une agression dite inacceptable, injustifiée et condamnable par la loi internationale et les valeurs de droits humains. Direction l'Ukraine et la République autoproclamée de Donetsk où un vol de la Malaysian Airlines s'est écrasé ou a été l'objet d'un bombardement. Près d'une semaine après ce drame, on ne connaît pas toujours les causes réelles de cet accident. Les enquêtes sont difficiles à mener, surtout que les rebelles de Donetsk ne collaborent pas vraiment. Ces miliciens pro-russes cherchent parmi les décombres les derniers restes humains des victimes du crash. Les affaires personnelles sont réunies, elles, au bout du champ. Problème, à part quelques observateurs européens chargés simplement de témoigner et non d'enquêter, aucun expert international n'a encore examiné les lieux. Des miliciens pro-russes qui tiennent à distance aussi les journalistes internationaux qui se rapprocheraient de trop près. Juste au moment où les inspecteurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sont arrivés sur les lieux, les miliciens pro-russes nous ont bloqué l'accès à la zone et ils tentent à présent de nous repousser vers le centre de presse. L'enquête pour déterminer les coupables ressemble de plus en plus à une course contre la montre, à l'image de ces habitants des villages voisins réquisitionnés pour accélérer les opérations de déblaiement et de faire disparaître au passage, selon les autorités de Kiev, les pièces compromettantes. Les rares experts internationaux, quant à eux, bien encadrés, sont invités à examiner les restes humains, mais à distance, stockés ici, dans ces trains réfrigérés. J'ai visité tous les trains, tous les wagons et j'ai pu me rendre compte que le stockage des corps est d'assez bonne qualité. En attendant le début de l'enquête, les restes des corps continuent d'être entassés dans ces wagons, dans la petite gare de Torrez, sans qu'on en sache toujours la destination finale, une inconnue qui ajoute aux suspicions de manipulation des preuves. Refermons ce journal en musique avec ce concert dédicace de son premier album. Il s'agit de la chorale Douce Voix du Christ. La sortie de ce premier opus s'inscrit dans le cadre des activités marquant le jubilé de diamant de l'église de la Révélation des Apôtres. Norbert Dansou. Chant et louange dans la joie et la couleur. Les corps qui bougent, les pieds scandant le rythme, le décor s'est voulu superbe ce dimanche à l'église de la Révélation des Apôtres, en anglais Apostles Revelation Church, avec en toile de fond ces différentes chorales qui rivalisent de beauté et d'imagination. Et pour cause, la chorale Douce Voix de Jésus-Christ qui sort son premier album avec 13 titres exhorte à la reconversion et à l'amour divin. À travers ces 13 morceaux qui sont sur l'album, le premier, nos vieux miraisons. Donc nous exhortons tout le monde, tous nos frères chrétiens, chrétiennes, vraiment de porter son cœur à Dieu, vraiment d'espérer en Dieu et d'obéir aux ordonnances et à toutes les lois que Dieu nous a prédites. Une double célébration pour l'église ARS qui lance ainsi les activités marquant ses 75 ans d'existence avec un message bien précis.
Un message d'adoration qui annonce les couleurs du jubilé de diamant de l'église de la Révélation des Apôtres. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À demain.